je vais vous parler ce soir d'un thème qui m'est cher depuis 10 ans. C'est la question du libre arbitre, sachant que la synchronicité est, selon moi, l'existence du phénomène de synchronicité est en fait la meilleure preuve, à mon sens, et je vais vous expliquer pourquoi, du fait que nous avons un libre arbitre. Alors, j'ai une mauvaise nouvelle et une bonne nouvelle à vous annoncer. Je commence par la mauvaise. Passe, ouais. Alors, la mauvaise nouvelle, c'est que le libre arbitre est complètement rejeté par les scientifiques en général. La raison à ça, c'est que le libre arbitre, les scientifiques considèrent que ça vient de la religion. Mais en fait, ce n'est pas tout à fait vrai. On va dire, il n'y a pas de statistiques officielles là-dessus, et c'est bien dommage. Mais je pense qu'on va dire quelque chose comme la moitié des scientifiques qui considèrent qu'on a un libre arbitre et que la science simplement est incomplète et ne nous permet pas de comprendre comment ça fonctionne, ou plutôt comment fonctionne la physique dans le sens où elle pourrait laisser une place au choix de la conscience. Alors, donc ça vient du fait que la science s'est construite par opposition à la religion. Ça, c'est la première raison. Mais aujourd'hui, la science a évolué et nous montre bien qu'il y a la possibilité d'un libre arbitre. Par contre, on continue de le rejeter, et parfois même violemment, hein. Et ça vient du fait que la science, en fait, a horreur de toute transcendance à cause du fait qu'elle impose la rigueur. On ne peut rien faire en science si on considère qu'il y a une faille béante qui fait qu'on ne pourrait pas essayer de modéliser des informations qui sont en dehors de la science. Les scientifiques préfèrent faire appel à ce moment-là à la notion de hasard. Tout ce qui n'est pas compris par la physique, tout ce qui n'est pas compris par la science, on met ça sur le compte du hasard. Et les scientifiques, et les physiciens en particulier, font un usage absolument démesuré du hasard. Et donc, à cause de ça, donc on a du mal à faire entrer la dimension humaine en science, on a du mal à faire rentrer la conscience, le sujet de la conscience, qu'il est indispensable de faire rentrer si on s'intéresse au libre arbitre, puisque le libre arbitre, c'est par définition la possibilité de faire des choix en conscience. Et donc, ceci, ça génère un cercle vicieux, parce que c'est un peu comme si la science imposait un dogme qui est d'interdire le libre arbitre, qui est d'interdire tout ce qui laisse penser que tout pourrait ne pas arriver de façon exclusivement mécanique. Or, c'est le cas, et mon travail en particulier, l'essentiel de mon travail, c'est pour ça que j'insiste là-dessus, est de démontrer que, bien au contraire de ce qu'on pense, tout n'est absolument pas mécanique. Et je répète très souvent, et je le répète d'autant plus que maintenant, j'ai réussi à faire plusieurs publications tout à fait en bonne et due forme, c'est-à-dire dans des revues internationales à comité de lecture, dans des belles revues scientifiques, qui démontrent que notre réalité n'est absolument pas développée mécaniquement. C'est-à-dire que la mécanique ne fonctionne pas pour déterminer le cours des événements. Les équations de la physique, de la mécanique sont incomplètes, si vous préférez. Donc, mais le fait que ce cercle vicieux subsiste fait qu'en plus, on a du mal à interpréter tout un tas de mystères de la physique, mais qui concernent bien au-delà de la physique, qui sont regardés d'une manière un petit peu... Bon, après, on va dire, oui, la physique est extrêmement étonnante. Qu'est-ce que c'est que ces trous noirs? Qu'est-ce que c'est que le Big Bang? Est-ce que véritablement vous y croyez que l'univers est né du néant il y a 13,6 milliards d'années, à partir de rien et d'une explosion, et puis avant, qu'est-ce qui se passait? Enfin, bon. La question du chaos, qu'est-ce que c'est que cette histoire qui a
Il y a 20 ans, je me souviens, dans mon laboratoire, on étudiait énormément le chaos parce qu'on pensait que la vie, et peut-être même la conscience, allait pouvoir émerger du chaos. Le chaos, aujourd'hui, reste un phénomène complètement mystérieux et ça pose des problèmes quant à la construction de notre réalité, c'est-à-dire qu'est-ce qui va déterminer notre futur. Et déjà, la première question, c'est est-ce que notre futur est déjà là ou se construit dans le présent? Et aujourd'hui, on sait aussi, on entend beaucoup parler de la mécanique quantique parce que effectivement, la mécanique quantique, c'est elle qui soulève le maximum de mystères. On parle de superposition, c'est-à-dire de possibilité que notre réalité se déploie selon de multiples versions simultanément, mais nous n'en vivons qu'une seule. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? On parle de l'effet de l'observateur en mécanique quantique, c'est-à-dire de la manière dont on observe détermine le cours des événements. Et on parle de l'intrication, c'est-à-dire que des événements qui peuvent être pourtant séparés par de très grandes distances ou tout simplement par le temps, peuvent être intriqués comme si les uns dépendaient des autres. Donc si vous voulez, la physique recèle un tas de mystères et qu'on ne sait pas interpréter, dans le contexte actuel qui, parce qu'on a une vision matérialiste des choses, nous conduit à un cloisonnement qui empêche les différentes spécialités de la physique ou hors physique de se rencontrer, et il en résulte une interdiction, en gros, de faire communiquer les deux grandes manières d'accéder à la connaissance. La première manière qui est celle de la science et qui met en jeu le cerveau analytique, le cerveau gauche, et qui fonde essentiellement sa validité sur le processus de la rigueur. Et la seconde manière d'accéder à la connaissance, à l'information, qui est le recours à l'intuition, qui est plutôt la spécialité du cerveau droit, et qui donc nous permet d'accéder à une dimension beaucoup plus grande de la connaissance, à dépasser les frontières de la science, à aller dans la métaphysique, dans la spiritualité et tout le reste, aussi dans l'ésotérisme, etc. bien sûr. Mais cette espèce de pathologie qui fait que on reste bloqué sur le processus de la rigueur comme seul moyen, soi-disant valide d'accéder à la connaissance, fait qu'on refuse finalement d'utiliser l'autre média qui permet d'accéder à la connaissance, et ça a pour résultat de créer un divorce entre la physique et la métaphysique, et en général entre la science et la spiritualité. Tout ça n'existait pas il y a au-delà de quelques siècles. Et alors qu'auparavant la philosophie était finalement reine en sciences, aujourd'hui, et en particulier depuis 3 siècles, il y a eu une grosse rupture, c'est le mécanicisme, la pensée mécaniste a rompu le lien entre cerveau gauche et cerveau droit, pour faire simple, bien que ce ne soit pas aussi simple, et il est extrêmement difficile de faire un pont entre la physique et la métaphysique. Enfin, il y a une bonne nouvelle, c'est que en fait, c'était encore difficile il y a 10 ans, lorsque j'ai sorti mon premier livre, La route du temps, et moi qui depuis 10 ans essaye de faire un pont entre la physique et la métaphysique, je vous annonce que les choses ont changé depuis quelques années. Ça y est, ça marche. Donc voici la bonne nouvelle, deuxième slide. Les physiciens ont compris, enfin plusieurs physiciens d'avant-garde, mais ceux qui emmènent la troupe quand même, et largement pas que moi, évidemment. Moi, je me suis un petit peu trop marginalisé à aller trop loin, mais je joue quand même un rôle d'éclaireur. Il n'empêche qu'aujourd'hui, depuis quelques années, vous avez des physiciens tout à fait respectés, respectables, qui font des ponts entre la physique ou la métaphysique, entre la physique et la métaphysique, ou entre différentes branches de la science, comme par exemple l'astrophysique et les neurosciences. Je vais citer l'exemple de David Elbaz, l'astrophysicien, et son associé neuroscientifique,
et qui, eux, font un pont entre les neurosciences et l'astrophysique, et découvrent qu'il y a des analogies extrêmement frappantes entre ces deux domaines, parce que, par exemple, on compte 100 milliards de galaxies dans l'univers et on compte 100 milliards de neurones dans le cerveau. Et comme par hasard, on remarque que entre les galaxies, eh bien, c'est pas du vide, il y a des filaments de matière qui s'organisent et qui forment finalement des figures qui ressemblent énormément à l'organisation des filaments qu'on voit également à l'intérieur du cerveau. Bon, tout ça et bien d'autres analogies tout à fait frappantes, et je vous conseille de taper sur Internet cette histoire avec David Elbaz et donc ils ont notamment fait hier dans l'émission La Tête au carré une interview sur France Inter où ils parlent de cette analogie. Vous devriez pouvoir retrouver ça sur Internet. Je l'ai mis sur ma page Facebook. Donc c'est pour ça que j'en parle. Et donc ça c'est très intéressant. Ça ne veut pas dire que le cerveau, que l'univers est un cerveau, mais ça veut dire que dans le cadre du renversement de perspective que je vais vous parler, ça bouleverse complètement notre vision du monde. Parce qu'on peut concevoir, si on oublie que tout vient de la matière et qu'on pense que tout vient de la conscience, à ce moment-là, ça prend une dimension extraordinaire. C'est-à-dire que c'est plutôt l'univers qui serait à l'intérieur de notre cerveau, mais cerveau compris en tant que moyen pour notre conscience de comprendre, d'accéder à la réalité. Et donc, et vous avez bien d'autres physiciens qui font ce pont d'ailleurs, enfin il y a différentes façons d'y aller, qui font ce pont. Vous avez par exemple Marc Lachiaiseray qui aujourd'hui ne finit plus une conférence sans parler du fait que la théorie dont il parle, puisque lui c'est le spécialiste de l'univers bloc et du voyage dans le temps, dont je vais vous parler, je vais vous expliquer comment on voyage dans le temps. Lui, il déduit de cette affaire, donc le fait que le futur soit déjà réalisé, qu'il est normal d'avoir un point de vue spiritualiste, ou tout au moins métaphysique. Parce qu'il est nécessaire d'avoir un point de vue qui soit capable de se mettre momentanément en dehors de l'espace et du temps. Alors ça, avec une conception matérialiste, c'est absolument impraticable. Et vous avez notre grand physicien Thibaut Damour, qui vient de recevoir la médaille d'or du CNRS en étant co-découvreur des ondes gravitationnelles, qui est le directeur de l'IHES, l'Institut scientifique français le plus prestigieux, qui, lui, nous explique carrément dans certaines interviews que la mort est une illusion, et parce que, effectivement, cette vision que je vais vous expliquer aujourd'hui, qui nous est ramenée par la physique, amène inévitablement à se poser ce genre de questions et à avoir une conception, en tout cas au moins métaphysique, si ce n'est spiritualiste, de la réalité. D'ailleurs, Thibaut Damour est un adepte même de l'Advaita Vedanta, enfin, je ne sais pas s'il est adepte, mais enfin, en tout cas, il est séduit par cette approche qui nous vient du fond des âges. Et donc, voilà, il y a donc aujourd'hui les choses sont en train de changer, il y a vraiment un changement de mentalité et le CNRS pousse lui-même vers les rapprochements entre les différentes disciplines parce que c'est le seul moyen de rendre les chercheurs créatifs, hein, parce qu'un chercheur qui reste tout le temps dans la même discipline n'est pas créatif. Hein. Donc là, tout le monde a compris que la créativité provenait du choc entre les disciplines. Et même moi, j'en suis une preuve vivante parce que j'ai été honoré dans ma vie de prix parce que justement j'avais fait des innovations que je n'aurais pas pu faire si je n'avais pas à la fois fait des neurosciences, de l'intelligence artificielle, de la physique du chaos, etc. Donc diapo suivante. Et pour comprendre pourquoi il y a ce mouvement qui amène les physiciens finalement à prendre au sérieux, alors je dirais peut-être pas la spiritualité, mais au moins la métaphysique, enfin pour certains la spiritualité, c'est le fait que la physique nous invite à un renversement de perspective absolument obligatoire,
parce qu'on se rend compte que ce qui fonde notre conception de la réalité, qui est composée de l'espace, du temps et de la matière, en fait, tout ça, ça n'existe pas. Quand je dis ça n'existe pas, ça veut dire que ça n'existe pas tel qu'on le perçoit. D'accord ? À partir de là, il y a tout un tas de théories qui fleurissent. Elon Musk pense que nous vivons dans une simulation, un peu genre Matrix, etc. Et il faut les considérer sérieusement, ces théories, au moins pour comprendre que notre réalité est bel et bien une illusion. Après, ça ne veut pas dire que si notre réalité est une illusion, nous vivons dans une surréalité qui est à nouveau matérialiste. Justement, ça pose ce genre de problème. Hein, donc on n'en sait rien du tout. Alors pourquoi ça ? Parce que l'espace, c'est pas de l'espace. Parce que l'espace, on s'aperçoit qu'il est déformable, hein, il est déformé par la matière, et il est troué au niveau des trous noirs. Et les trous noirs, maintenant, il est démontré qu'il y en a partout dans l'univers. Il y en a un énorme au centre de notre galaxie. Il est non local parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, il est prouvé, et maintenant on s'en rend même compte à de plus grandes échelles, que donc, deux événements séparés par un espace énorme peuvent être corrélés comme s'ils avaient lieu au même endroit, de manière à ce que la causalité puisse s'appliquer. Ben non. Et en plus de ça, il est prouvé que ces deux événements peuvent avoir lieu, par exemple, l'un dans le futur, l'autre dans le passé, ben, ils continuent d'être corrélés. Donc vous dites, mais comment c'est possible ? Si le futur n'est pas encore créé, comment c'est possible que le passé soit corrélé avec le futur ? On a du mal à comprendre si on ne se positionne pas dans le cadre d'une théorie qui considère le futur, le présent et le passé comme simultanés. Et on se rend compte aussi que l'espace est comme pixelisé, hein, c'est pas exactement pixelisé comme un écran qui aurait une résolution limite. C'est un petit peu plus compliqué que ça, et je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en tout cas, il existerait une plus petite valeur de la longueur, de la distance, qui est égale environ à 10 puissance moins 35 mètres, c'est-à-dire 0,00035001 mètre. C'est petit, hein, mais on peut la mettre dans les ordinateurs. On peut, avec des ordinateurs à 128 bits, commencer à voir... on peut se rendre compte, et moi je le fais, hein, on peut se rendre compte de l'impact que peut avoir une information aussi petite qu'une différence de distance de 10 puissance moins 35 mètres. On peut se rendre compte de l'impact considérable que ça peut avoir à notre échelle. Donc c'est quand même très important que cette limite existe. Et donc, et en plus, l'espace est en vibration, et ceci est démontré maintenant depuis 2 ans, hein, c'est anticipé depuis environ un siècle, mais c'est vraiment démontré, et d'ailleurs, c'est probablement la découverte des ondes gravitationnelles qui a fait que pas mal de physiciens matérialistes se sont mis à réfléchir, parce qu'on triturait beaucoup l'espace, mais alors, des ondes d'espace, des ondes de rien, ah là là, ça commence à devenir difficile à digérer. Et la matière, la matière, ça suit évidemment en cohérence avec, si l'espace n'existe pas, comment voulez-vous que la matière existe ? Et effectivement, on s'aperçoit que la matière n'existe pas, parce que plus on zoome dessus, et plus finalement, la plus petite élément de matière qu'on arrive à voir, ou plutôt au moment où on n'arrive plus, tant qu'on arrive à voir la matière, on s'aperçoit que c'est que du vide, et quand on n'arrive plus à la voir, on ne peut plus que la modéliser, et là on s'aperçoit que ce sont des vibrations, comme par exemple les vibrations de la théorie des cordes, voilà. Et donc, et en plus, la réalité, on nous dit que la réalité, on s'aperçoit que la réalité, en tout cas au niveau quantique, n'est pas composée de choses qui sont à un endroit bien précis. C'est une superposition de probabilités. Alors allez imaginer ce truc-là, je vais vous aider. Une superposition de probabilités d'exister. D'accord ? Et on s'aperçoit aujourd'hui que c'est valable non seulement au niveau quantique, mais à l'échelle macroscopique, et c'est ce qui a donné naissance au concept de multivers,
Il y a plusieurs sortes de multivers, mais il existe en tout cas une sorte de multivers qui nous intéresse, qui est les myriades de vies que nous pourrions avoir nous-mêmes dans notre vie. C'est-à-dire que se présentent à nous des myriades de vies complètement différentes, correspondant à tous les choix que nous pourrions faire, que nous n'aurons pas fait, etc. Et pas mal de physiciens, de grands physiciens, n'ont rien de trouvé mieux à dire que on est désolé, hein, mais on est obligé de vous dire que il existe effectivement une myriade d'autres versions de vous-même qui font exactement la même chose dans votre vie que vous jusqu'à un certain moment, puis à un moment donné elles divergent, soit en mal, soit en bien, et puis voilà, et c'est comme ça. Donc voilà, ça c'est une version tout à fait mainstream, hein, c'est-à-dire un point de vue dominant sur la réalité, que évidemment il y a quand même, ce qui est caractéristique avec ce point de vue, c'est que c'est un point de vue qui est partagé par beaucoup de très grands physiciens respectés. Hein. Bon, ça méritait quand même d'être signalé. Et finalement, si on veut conserver de l'objectivité en physique, on s'aperçoit qu'au lieu de réduire la réalité à de l'espace, de la matière et du temps, il vaut mieux remplacer ces notions-là par des vibrations, de l'information et de l'énergie. Et même on pourrait presque, mais j'exagère un petit peu, mais là c'est pour faciliter la vulgarisation, on pourrait presque dire que vibration remplace le temps, que information remplace l'espace et que énergie remplace que la matière. Voilà, que l'énergie remplace. Ça, on sait d'ailleurs que énergie et matière, c'est. Et il y a un moyen mnémotechnique, pour les Français, facile de se remplacer. Ça veut dire que l'univers est composé de vie, V-I-E, vibration, information, énergie. Voilà, ça, c'est, disons, la conclusion métaphysique la plus objective, et je parle bien d'objectivité, hein, que l'on puisse tirer de l'état de nos connaissances en physique. Donc, slide suivant. Voilà, donc après cette introduction, vous aurez peut-être plus de facilité à comprendre ce que maintenant je vais vous expliquer. J'ai décidé de centrer cette conférence vraiment, parce qu'à chaque fois je mets du contenu scientifique, donc là il va y en avoir. Je vais essayer de faire des efforts de bonne vulgarisation. On a du mal à se faire à l'idée que le futur puisse exister déjà, d'accord ? Mais déjà, je vous ai fait une introduction qui permet quand même de tout relativiser, parce que si l'espace, le temps et la matière n'existent pas, après tout. Ça veut dire que notre futur, s'il existe déjà, il est simplement composé d'informations. C'est pas si dramatique. C'est quand l'information, elle débarque dans notre présent que notre conscience la transforme en temps, en sensation d'écoulement du temps, en matière et en espace. Alors, je vais essayer de vous accoutumer à cette idée-là. Donc déjà, dans l'idée que le futur puisse être déjà réalisé, il faut gérer quelque chose avec lequel on a du mal, c'est qu'on se dit sans arrêt, oui, mais si le futur est déjà réalisé, je ne peux pas le changer. C'est ce qu'on se dit. Il y a des gens, hein, il y a même des scientifiques qui ont du mal avec cette idée. Alors que là, vous avez par exemple, vous déplacez dans la rue, vous rencontrez une femme, et puis la moitié d'entre vous vont détecter que c'est une vieille femme, et l'autre moitié vont détecter que c'est une jeune femme. Vous vous en rendez compte un peu, hein ? Et quand vous voyez la jeune femme, vous ne pouvez pas voir la vieille, mais à un moment donné, vous arrivez à voir la vieille, vous oscillez, etc. Donc la réalité n'a pas de mal à vous proposer. Qu'est-ce que ça montre ça ? Ça veut dire que la réalité n'a pas de mal à vous proposer une multiplicité de réalités. C'est que votre cerveau est incapable de vous détecter cette multiplicité. Votre cerveau n'est capable que de détecter qu'une seule version de la réalité. Et il ne peut pas détecter en même temps les deux versions de la réalité. Donc ça,
c'est une première manière déjà de comprendre que le problème qu'on a avec le futur déjà réalisé, ça vient du cerveau. D'accord ? Une deuxième manière de le comprendre, c'est que si on veut être physiquement cohérent, la physique traite l'espace, traite le temps comme de l'espace. Dans les équations, on ne voit pas trop quelle est la différence entre le temps et l'espace. Il y a juste une histoire de signes et de nombres complexes près, mais enfin, il n'y a pas grande différence. Et donc, si on veut exprimer ça, qu'est-ce que c'est que le temps et le futur déjà réalisé? Il faut essayer de trouver une image métaphorique qui mette en place la réalité du futur tout en nous empêchant de le voir. Et donc, vous imaginez tout simplement que vous êtes sur un sentier dans la forêt et qu'il y a une brume épaisse qui vous empêche de voir ce qu'il y a derrière la brume. Eh bien, penser que notre futur n'est pas encore réalisé consiste à faire la même erreur que celui qui dirait que non, c'est pas de la brume, c'est juste que c'est parce que là où je vais, ça n'existe pas encore. D'accord ? Et vous n'avez pas de problème, vous qui savez que c'est de la brume et pas du vide, à imaginer que derrière la brume, il peut y avoir une bifurcation et que donc vous n'êtes pas obligé, vous n'allez pas suivre un chemin précis, vous pourriez suivre un autre chemin, vous allez faire un choix. Tandis que celui qui pense que la brume c'est du vide, il a l'impression que sa réalité se crée là et qu'elle se crée selon seulement une seule version. Et il ne voit même pas l'influence qu'il pourrait avoir sur cette réalité, parce que quand il va se retrouver devant la bifurcation, il ne va même pas voir la bifurcation si ça se trouve. Enfin, vous voyez, toutes les erreurs qu'on a tendance à commettre, c'est une erreur qu'il faut mettre là aussi sur le compte du cerveau. Je l'ai expliqué autrement dans une autre conférence, si vous avez plus ou moins, ou je vous engage à regarder une autre conférence où je parle d'épaisseur du présent. Et là, j'explique cette histoire d'une autre manière, mais là, je ne vais pas le refaire parce que j'ai choisi de vous parler de choses nouvelles. Donc, suivant. Donc, avant de vous parler de choses nouvelles, je vais faire un résumé un petit peu comme j'ai l'habitude de le faire en conférence, mais là, je vais essayer d'être un petit peu plus court. Donc, la meilleure façon de comprendre ce que je vais vous raconter dans ma conférence, ça consiste à faire appel à des métaphores. Et j'ai choisi 4 métaphores. La première métaphore qui est parfaitement conforme à la théorie de l'univers Bloch, c'est-à-dire la théorie de la relativité, qui est parfaitement que tous les physiciens sont obligés d'admettre comme le meilleur modèle que nous enseigne la physique sur la réalité. C'est que tout se passe comme si, notre futur étant déjà réalisé, nous étions conduits, téléguidés, orientés selon un tunnel invisible qui oriente nos pas tout le reste de notre vie. Et donc, nous n'avons pas de libre arbitre parce que nous ne voyons pas ce tunnel. Si nous pouvions voir les frontières de ce tunnel qui, autour de nous déterminent sans arrêt tout le reste de notre vie, nous pourrions comprendre que nous n'avons pas de libre arbitre et que nous sommes coincés, que nous n'avons pas d'autre choix. Mais ce tunnel existe bien. En physique, en tout cas, il est nécessaire. Sinon, on ne peut pas voyager dans le temps et bien d'autres problèmes. Je vais vous expliquer pourquoi on peut voyager dans le temps. Donc, il faut se faire à l'idée de l'existence de ce tunnel. Mais, tout comme je vous avais dit tout à l'heure qu'il existe plusieurs sentiers, il faut aussi le voir, parce que dans la réalité, tout est superposé. Comme tout un ensemble de tunnels superposés. Et donc comme ce qu'on appelle un multivers. Mais au lieu de dire qu'il existe des myriades de versions de vous-même qui visitent chacun durant leur vie un tunnel bien déterminé et que l'ensemble de ces versions forment un arbre de vie, moi ce que je dis, et je vais vous expliquer pourquoi ensuite, c'est qu'on peut être une seule personne qui visite l'ensemble du multivers et simplement on va de temps en temps changer de tunnel, ce qui va revenir à faire bouger notre tuyau. Voilà, c'est ma différence avec la physique mainstream, mais je vais vous expliquer pourquoi cette différence est tout à fait rationnelle. Et en tout cas, pour arriver à mieux le visualiser que cette histoire d'arbre de vie, il vaut mieux prendre l'image d'un GPS. Un GPS qui, par exemple, est programmé pour vous emmener
vers une destination bien précise au sommet de l'arbre que vous ne maîtrisez pas, mais au moins il vous reste la liberté de changer le chemin pour arriver à cette destination. Tout comme lorsque vous avez un GPS, eh bien le GPS vous donne, vous dit, bon ben voilà, vous oblige finalement à arriver à telle destination, mais rien ne vous empêche de ne pas écouter la dame qui vous dit de tourner à gauche, et si vous tournez à droite, eh bien l'univers, le GPS, recalcule votre destination sans aucun problème. Et il peut le faire en harmonie avec tous les autres GPS qui conduisent toutes les autres personnes, toutes les autres voitures, de manière à conserver la cohérence de tout l'ensemble. C'est-à-dire que si vous changez de parcours, bien évidemment, vous n'allez pas rencontrer telle personne et que donc vous allez faire en sorte que telle personne change de parcours, donc il va y avoir une commutation, etc. Mais tout ça, ça peut se gérer. C'est juste une question de, on va dire, pour l'ingénieur, le grand mécanicien de l'univers, de savoir bien programmer. Hein. Voilà, c'est tout. Et ce n'est pas un problème il n'y a absolument aucun problème de cohérence là-dedans. Et alors, donc, là-dedans, vous allez me dire, oui, mais bon, vous aimeriez bien également, vous aimeriez bien d'abord deux choses. Vous aimeriez bien contrôler votre destination d'une part, c'est-à-dire faire en sorte que votre destination soit reliée à vos intentions authentiques, celles de qui vous êtes vraiment, mais on va voir ça après. Et aussi, vous aimeriez bien savoir, avoir l'intuition, avoir un guide qui vous dit sur votre chemin, qu'est-ce que je dois faire, est-ce que je dois tourner à gauche, est-ce que je dois tourner à droite, etc. C'est ce que j'appelle la boussole de l'émotion, mais on va voir ça tout à l'heure. En attendant, j'ai des choses ardues à vous expliquer. Alors, suivante. Voilà, donc d'habitude dans mes conférences, je passe là-dessus parce qu'il y a d'autres physiciens qui font bien ce boulot, comme Marc Lachiaiseray par exemple, c'est probablement celui qui fait le plus de conférences sur le voyage dans le temps. D'ailleurs, il a écrit un livre qui s'appelle Voyage dans le temps. Enfin bon, en tout cas, si vous vous intéressez au voyage dans le temps, lisez Marc Lachiaiseray. Moi, je vais juste, si vous voulez tout savoir là-dessus, lisez-le. Moi, je vais juste vous expliquer un aspect de la façon la plus simple possible, parce que je trouve quand même que c'est normal que vous arriviez à comprendre intuitivement cette histoire. Parce que vous avez du mal à vous imaginer comment ça se fait, comment est-il possible de voyager dans le temps. D'accord ? Ça vient du fait que la vitesse de la lumière est constante partout. C'est vérifié expérimentalement. La vitesse de la lumière est constante partout, quel que soit le référentiel. Dans le vide, bien sûr, parce que la vitesse de la lumière peut varier à l'intérieur d'un matériau semi-transparent, par exemple. Mais la vitesse de la lumière dans le vide est la même. Partout. Si vous avez un voyageur qui emprunte une fusée et que si vous envoyez un rayon de lumière vers cette fusée, lui, il se déplace à une certaine vitesse, il ne va pas voir que la vitesse de la lumière que vous lui avez envoyée est égale à la vitesse normale moins sa vitesse à lui. Hein. Non, pas du tout. Il va voir que c'est bel et bien la vitesse de la lumière. De même que si un observateur sur Terre et un observateur dans la fusée envoient un rayon lumineux, mais cette fois-ci perpendiculairement au parcours de la fusée, qui est réfléchi à la même distance que le gars qui est dans la fusée, qui envoie lui aussi un rayon lumineux. Que vous soyez dans la fusée ou que vous soyez resté sur Terre, vous envoyez un rayon lumineux qui est réfléchi à la même distance, le rayon lumineux revient vers vous, vous mesurez le temps que ça a pris, vous mesurez le même temps. Bon, le problème c'est que celui qui est resté sur Terre, si disons qu'il voit, ou s'il essaye de concevoir le temps qu'a mis le rayon lumineux de l'observateur de la fusée à lui revenir, lui, il ne va pas voir que le rayon lumineux a fait un aller-retour. Il va voir que le rayon lumineux a parcouru un triangle, quoi. Enfin les deux côtés d'un triangle. Les deux côtés d'un triangle qui vont être plus longs, hein, il faut diviser par un cosinus, là, qui vont être plus longs.
et que donc la lumière, selon lui, elle met plus longtemps. D'accord? C'est-à-dire que l'observateur resté sur Terre va trouver que le temps du type qui est dans la fusée est dilaté. C'est-à-dire que lui, le type qui est dans la fusée, il a l'impression de vivre, mettons, 1 seconde, qu'il a l'impression que pour lui, le trajet du faisceau lumineux a pris 1 seconde, et là, si je me fie au dessin, l'observateur resté sur Terre va dire non, 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 ça a pris 1,3 secondes. D'accord? Ok? Ça, tout le monde comprend. Mais ça, on peut l'extrapoler. S'il va à une vitesse extrêmement proche de la lumière, ce n'est pas un triangle comme ça, mais ça va être un triangle. D'accord? Et là, on pourrait avoir des rapports. C'est-à-dire que pendant qu'il se passe 1 seconde dans l'habitacle du type qui est dans la fusée, il peut s'écouler 1000 secondes, voire 1000 jours. Et donc, à cause de ça, et je vous fais grâce, et je vais vous expliquer un truc après, à cause de ça, il se pourrait que, à condition de partir dans une fusée qui part suffisamment loin et à une vitesse proche de celle de la lumière, on a 2 jumeaux. Eh bien, le premier jumeau est resté sur Terre, il a vécu 1000 ans, et lui, celui qui est dans la fusée, il a vécu 1 an. C'est-à-dire que, en fait, son jumeau est mort quand il revient sur Terre. D'accord? Voilà. Là, vous êtes content d'avoir compris? Je me suis dit que c'était bien d'essayer quand même de... Et les situations n'étant pas symétriques, on n'a pas le droit de faire le même raisonnement en disant que oui, mais pourquoi c'est pas plutôt celui qui est resté sur Terre qui vieillit moins vite? Parce que la différence entre les 2 situations est qu'il y a eu une accélération de départ et qu'il y a eu un demi-tour avec forcément des accélérations, et puis il y a eu une accélération de retour, ce qui fait que les 2 situations ne sont pas les mêmes. Mais à partir de là, si on essaye de comprendre plus, ça devient extrêmement compliqué, et j'ai dit stop, je m'arrête là. Donc, vous avez compris qu'on pouvait... Alors, non, j'ai oublié un truc. Vous avez compris que... Alors, il y a 2 interprétations possibles. Alors là, par contre, ça devient intéressant. Parce qu'on peut dire, ok, essayons d'exagérer, allez, même sans exagérer, le jumeau part 1 an et il revient après la fin du monde sur Terre, il n'y a plus personne. Bon. Exagérons un peu, admettons qu'il supporte des accélérations épouvantables, le jumeau part pendant 1 minute, il revient sur Terre, il y a eu la fin du monde, il n'y a plus personne sur Terre. D'accord ? C'est théoriquement possible, même s'il ne va pas supporter les accélérations nécessaires. D'accord ? Mais on a le droit de l'imaginer. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce qu'il y a deux choses à dire? Il y a 2 possibilités. Est-ce qu'il y a 2 soit on a eu un voyage dans le futur, soit on a eu pour le jumeau une création accélérée de l'univers. Imaginons que le temps existe, que le futur ne soit pas déjà réalisé. Donc, là, vous avez votre jumeau à côté de vous. Il vous dit je vais aller voir s'il y a une fin du monde ou pas. D'accord? Et lui, il va voir ça en 5 minutes. D'accord? Et vous allez devoir attendre encore des dizaines d'années. Quelle est la bonne interprétation? Lui, il a vécu des dizaines d'années en 1 quart d'heure, ou est-ce qu'il a voyagé dans le futur? Parce que tout le monde ne s'accorde pas là-dessus. Eh bien, si vous acceptez que, si vous dites non, les voyageurs dans le futur, les voyages dans le futur, c'est pas possible, c'est effectivement que il n'a pas vécu toute la création qui a eu lieu pendant des décennies, et que lui, il a vécu ça en 1 quart d'heure. Ça veut dire que vous admettez l'existence d'un front du présent. Ça veut dire que vous acceptez que pour tous les observateurs de l'univers, il est possible de définir un moment où, pour chacun de ces observateurs, c'est le présent, c'est-à-dire que le futur n'est pas encore là, et le passé est déjà créé. C'est obligé. Donc ça oblige d'accepter l'idée qu'il existe un présent valable pour tout le monde. Or, la physique démontre que ça n'existe pas. Il n'y a aucun... Alors, diapo suivante. Il n'y a aucune possibilité de mettre d'accord 2 observateurs sur la chronologie. Vous pouvez très bien
suivant le repère dans lequel vous vous trouvez. Ça peut être parce que vous êtes très loin ou parce que vous êtes près mais que vous allez très vite. Changer l'ordre des choses, c'est-à-dire que ce qui va vous paraître comme étant dans le futur va apparaître pour quelqu'un d'autre comme étant dans le passé, etc., etc. Personne ne pourra déterminer où se trouve le front du présent. Personne ne pourra jamais... Et ça, c'est cette impossibilité d'une chronologie est le meilleur argument qu'on puisse avoir sur le fait qu'il n'existe pas de front créateur du présent. Et le deuxième argument, pour dire qu'il n'existe pas de front créateur du présent, c'est la théorie de l'univers bloc, c'est qui rend les voyages dans le temps possibles. Alors maintenant, je ne vais pas développer tout ça là. Je vous dis, il existe 14 arguments, et en fait il en existe plus. J'ai simplement listé les plus compréhensibles. Je ne vais pas vous les développer parce que sinon vous allez avoir la tête qui va exploser. Je vais simplement vous dire quels sont les arguments que moi j'ai assimilés, que j'ai considérés, qui ont fait que j'ai décidé d'écrire La Route du Temps il y a une douzaine d'années. Enfin, pour ce qui me concerne, les arguments qui m'ont fait adopter, dire bon ben là non c'est pas possible, vu la physique et vu les synchronicités, c'est obligé que le futur soit déjà réalisé. Donc les arguments physiques, c'est effectivement cette théorie de l'univers bloc qui rend les voyages dans le temps possibles. Une autre chose sur laquelle j'ai longuement réfléchi, c'est qu'en physique, il y a une symétrie temporelle au niveau des équations qui fait qu'il n'y a aucune différence entre le passé et le futur. Les événements peuvent très bien s'écouler en sens inverse. Et alors les physiciens disent non, attention, il y a une irréversibilité qui est due au fait que l'entropie augmente tout le temps, etc. Et que donc ça rend impossible le fait de retourner dans le passé. Mais ça, j'ai jamais été d'accord avec ça, parce qu'en tant que spécialiste de l'information, j'ai découvert un bug, un problème, que les physiciens avaient une très mauvaise interprétation de cette histoire liée à l'irréversibilité. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je me suis intéressé à ce problème et aujourd'hui je fais des publications là-dessus. Et donc ce problème-là, c'est ce que j'appelle la perte d'information dans les interactions. Et donc pour moi, l'argument de l'irréversibilité ne tenait pas. Et donc j'ai passé mon temps à réfléchir à un modèle de multivers macroscopique, etc. Et c'est ça qui m'a amené à La Route du Temps, parce que je voulais absolument expliquer le phénomène des synchronicités. Alors au départ, j'avais lu que ce phénomène existait et ça m'avait passionné parce que justement, en connaissant le futur déjà réalisé, je me disais, mais oui, le futur, s'il est déjà réalisé et qu'il peut changer, ça peut provoquer les synchronicités. C'est ça qui peut provoquer les synchronicités. Et donc j'ai établi ma théorie sur cette base et ça a conduit à La Route du Temps. Ensuite, dans mes livres suivants, j'ai étoffé ça et j'ai rajouté les autres arguments. Notamment, je parle de la rétrocausalité dans le pic de l'esprit, etc. Bon, ce que je voulais vous dire là, c'est que vous voyez, normalement, quand on découvre quelque chose, au bout d'un certain temps, on peut être amené à se rendre compte, non, finalement, on s'est trompé. Et là, le processus que j'ai suivi, c'est de m'apercevoir que non, le temps passe. Et il y a plein de nouveaux arguments qui viennent corroborer le fait que, oui, le futur est bel et bien déjà réalisé, et en plus, il devrait pouvoir changer. Et parmi ces arguments, il y a aussi les arguments non physiques. Et comme je me suis intéressé au phénomène de synchronicité depuis belle lurette, en fait, ça fait des décennies, je me suis dit, mais il y a ce problème, donc il faut... Ça m'a ouvert l'esprit, et comme je me suis ouvert l'esprit, je me suis dit, mais il ne doit pas y avoir que les synchronicités. Et en fait, je me suis rendu compte, et même jusqu'à récemment, parce que je ne m'intéressais pas du tout aux ovnis il y a plus que 5 ans, on va dire, je me suis rendu compte que depuis, il y a énormément de phénomènes non physiques qui viennent corroborer l'idée que notre futur est forcément déjà réalisé, et aussi l'idée qu'il peut malgré tout changer. Et parmi ces phénomènes non physiques, il y a les synchronies, il y en a 5
sur lesquels il existe des approches tout à fait scientifiques et même des publications dans des revues à comité de lecture, qui ne sont pas connues par les physiciens standards, mainstream, parce que les physiciens ne veulent pas aller dans ces domaines-là, mais vous arrivez toujours à trouver des scientifiques sur la planète qui ont étudié scientifiquement tous ces phénomènes-là. Donc je parle non seulement des ovnis, mais aussi des expériences de mort imminente, des expériences de sortie du corps. Pour ces dernières, voyez les travaux de Sylvie Détiola, par exemple. Les expériences de perception extrasensorielle. La prémonition est étudiée en laboratoire depuis très longtemps. Les expériences, les états de conscience modifiés, la méditation aujourd'hui est étudiée en laboratoire, et la transe chamanique fait même l'objet d'études scientifiques en Belgique aujourd'hui et ailleurs. Et la fameuse chamane Corinne Sombrin sert d'ailleurs de cobaye, etc. Donc je passe là-dessus, mais si vous voulez, lorsqu'on accumule à la fois les arguments physiques et les arguments non physiques, et que déjà on avait une quasi-certitude, là je veux dire la certitude c'est du 100%. Hein. Donc voilà. Et pourquoi on vit dans une société où on refuse de considérer ça? On est dans du 100%. Et la conséquence de ça, c'est une vision du monde complètement différente qui pourrait nous offrir le moyen de résoudre toutes les crises actuelles simplement avec un regard différent sur le monde. Un petit peu plus spirituel qu'avant, disons. Spirituel, ça veut dire que à partir du moment où on commence à comprendre que notre conscience peut agir sur la réalité, ben ça peut changer bien des choses, y compris au niveau du climat. Bon. Diapo suivante. Alors, je vous explique pourquoi. Pourquoi la science refuse? Parce que nous sommes dans une prison de la pensée. Nous sommes dans une prison de la pensée en science, mais nous sommes aussi dans une prison de la pensée au niveau politico-médiatique. Vous avez quand même bien détecté le fait que la sphère politico-médiatique est complètement comme ça. D'accord? Jamais à la télévision, jamais nulle part, on ne remet en question le système ultralibéral, par exemple, dans lequel voilà, jamais il n'y a personne pour résoudre les problèmes qui va envisager des solutions qui remettraient en question les énormes pouvoirs qu'on donne aux banquiers. Pourquoi? Et pourtant, c'est exactement ça dont il faut discuter, puisque c'est ça qui est à l'origine du principal effondrement que tout le monde attend maintenant et qui est affiché pour 2020. Bon, je parle de l'effondrement financier, mais en fait, il y a une synchronicité de tous les effondrements. Il y a une synchronicité entre cet effondrement, entre l'effondrement de la société occidentale en général et l'effondrement de la pensée occidentale en particulier, mais de la manière dont on fonctionne sur toute la planète. Et ça, bon, pourquoi je dis que c'est une prison? Parce que ça fait des décennies qu'on sait que le matérialisme est une erreur, tout simplement parce que, et que donc la conscience, on ne peut pas dire que la conscience est le produit du cerveau, puisque on ne peut pas avoir un raisonnement matérialiste à partir du moment où le vide, le non-matière, est plein d'informations qui interagissent avec la matière. On ne peut pas dire que le futur résulte de passé et en déduire que nous sommes des machines biologiques parce que on oublie que si le futur est déjà là, ben la causalité elle a comme un problème. Il faudrait qu'elle puisse se marier avec sa sœur jumelle qui est la rétrocausalité, c'est-à-dire l'influence du futur sur le présent. On ne peut pas dire qu'il n'existe comme seul hasard le hasard issu de notre ignorance des causes, qui est le credo principal en physique, ou en tout cas l'interdiction d'essayer de comprendre plus que ça, et d'en déduire que l'âme n'existe pas, puisqu'il est démontré aujourd'hui que notre réalité est coordonnée de manière non locale par des informations extérieures à l'espace-temps qu'on appelle hasard quantique. Et on ne peut pas dire que nous n'avons pas de libre arbitre et que tout est déterminé mécaniquement.
Parce qu'aujourd'hui, il est nécessaire de faire appel soit à la gravité quantique, je ne vais pas vous faire un topo là-dessus, soit à des dimensions supplémentaires de l'espace-temps, ça c'est ma spécialité, pour déterminer le cours des événements. D'accord ? Et tout ça, ça fait l'objet de publications qui sont tout à fait, ça fait des décennies que c'est connu, mais si vous voulez, on est dans un Titanic qui nous empêche de remettre en question ce paradigme mécaniste dont on sait pourtant qu'il est complètement faux parce que ce paradigme a permis finalement à tout ce qui gouverne ce qui se passe sur la planète de faire des affaires par exemple, ou finalement, si vous voulez, on n'arrête pas ce système comme ça. Les gens ont pris l'habitude de fonctionner comme ça, de se faire du pognon de telle manière, etc. On n'arrête pas les choses de cette manière. Par contre, on sait que, et là ça va être la suite, on peut avoir une action considérable sur le futur par la conscience, simplement en changeant de regard sur le monde, en changeant de regard sur notre réalité et en comprenant la puissance considérable de ce qui en nous correspond à l'intention et à l'attention. Et donc c'est de ça dont je vais parler maintenant. Donc je résume, d'après tout ce que je vous ai dit, il est difficile de faire autrement que de penser que notre futur est déjà réalisé. Je vous ai donné différents outils comme le GPS, pour essayer de visualiser en quoi ça consistait et comment ça pourrait changer. On sait en physique quelles sont les informations qui permettraient de faire bouger notre tunnel, donc c'est-à-dire finalement de nous ramener notre libre arbitre. C'est ce qu'on appelle les dimensions supplémentaires ou la gravité quantique. Alors, diapositive suivant, je vais passer direct, je ne passe pas là-dessus, ça je vous en ai déjà parlé, je vous ai dit tout à l'heure que depuis quelques années, je fais moi-même des publications dans des revues à comité de lecture pour expliquer pourquoi notre espace-temps est flexible. Là, j'en ai déjà 2 qui ont été acceptés et j'en attends une 3e d'un moment à l'autre. Et j'ai fait quand même d'autres publications qui sont des bonnes vulgarisations dans le passé pour expliquer la même chose. Tout ça, ce sont des publications scientifiques, donc c'est bon. C'était pour dire, aujourd'hui, la théorie de l'espace-temps flexible ou la théorie de la double causalité que je présente dans le grand public, je l'avais présentée à l'origine comme une théorie métaphysique, aujourd'hui c'est devenu une théorie scientifique. Bon. Et je résume la dernière publication que j'ai faite, qui est donc publiée depuis plus d'un an déjà, qui montre que la mécanique est indéterministe. Ce que cette publication introduit d'essentiel, c'est finalement l'existence de 3 niveaux de réalité à 3 dimensions chacune. Je ne vais pas rentrer dans 3 niveaux de réalité à 3 dimensions chacune qui, dans le cadre d'une réalité dont le futur est déjà réalisé, ne peuvent se comprendre que comme des niveaux de réalité, parce que à chaque niveau de réalité, tout est déjà réalisé. Mais si vous voulez, imaginez que notre réalité, c'est un cylindre flexible collectif, comme on a l'habitude de le représenter en physique d'ailleurs. Hein. On utilise un cylindre parce que la dimension longitudinale du cylindre représente le temps. Imaginez que ça, c'est notre réalité à 4 dimensions et que ça ne peut pas bouger. Ben, si vous l'englobez à l'intérieur d'une réalité à nouveau à 3 dimensions, et donc comme un super cylindre, imaginez qui s'emboîtent les uns dans les autres, eh bien c'est ce cylindre, cet étage supérieur qui permet de faire bouger l'étage inférieur. Et vous pouvez également imaginer que ce 2e cylindre est lui-même emboîté à l'intérieur d'un 3e cylindre qui, lui, fait également bouger, mais en travaillant sur notre destin et non plus sur nos choix dans le présent. Et donc, diapo suivante, on peut aussi le voir sous la forme d'un arbre de vie et montrer que nous avons la possibilité de changer nos cylindres à certains points particuliers dans l'espace-temps que j'ai représenté ici par des ronds bleus. Donc ça, et vous pouvez également utiliser la métaphore du GPS, hein, donc l'arbre de vie, le GPS, les cylindres en mouvement. Donc, et donc ce que je vais amener maintenant petit à petit, c'est de vous expliquer que c'est la conscience qui est le système
de navigation du GPS, tout simplement parce qu'on est certain que ce n'est pas la mécanique. Donc, diapo suivante. Avant de passer à des choses, avant de rentrer dans la psychologie, dans la spiritualité, je résume tout ce que je viens de dire pour la physique. Il faut considérer que ce que nous suggère la physique d'ailleurs, le temps n'existe pas, le passé, le présent et le futur sont simultanés, le passé existe encore et le futur est déjà là, le passé pourrait être instable, le futur pourrait influencer le présent, et la réalité ne se crée pas dans le temps, mais d'une autre manière, référence à mes cylindres emboîtés. Ça, le GPS, je vous en ai déjà parlé, et maintenant on va voir comment notre conscience peut opérer pour... Suivant donc. Donc là j'ai un petit film à passer. Maxime, si tu veux bien passer le petit film. J'ai défini, vous voyez, 3 périodes là dans l'image. Une première période où notre réalité est dense, c'est parce que vous êtes au travail. Tout ce que vous avez à faire est parfaitement déterminé. Une seconde période au milieu, où il y a des lignes un peu temporelles, un peu de partout, c'est parce que vous êtes en vacances. Et une troisième période où on revient à la situation d'avant, c'est parce que vous êtes revenu et vous êtes mis à travailler à nouveau. D'accord ? Et donc on va passer le petit film et je vais vous le commenter, on le passera peut-être 2 fois. Tout le monde voit, non ? Enfin, bon. Donc là, vous travaillez et vous partez en vacances. À un moment donné, vous avez une opportunité d'enrichir vos possibilités de commuter. Mais finalement, cette possibilité n'est pas exploitée et vous revenez à votre ancien futur. Et une deuxième possibilité de changer votre destin se présente. Mais il y a toujours un risque pour que vous reveniez à l'ancien scénario. Et puis une troisième possibilité se présente de revenir à l'ancien scénario, mais finalement vous avez fait un progrès sur vous-même en 3 étapes et vous avez changé votre futur malgré que vous faites toujours le même boulot. Ça vous permet de comprendre que vous pouvez quand même évoluer et l'univers peut conserver sa cohérence simplement pour de petites choses. C'est-à-dire vous avez simplement vécu quelque chose de... Ouais, c'est bien de le repasser. Voilà, vous partez en vacances, ça, vous voyez, il y a des possibilités qui s'en vont, il y a des nouvelles possibilités qui apparaissent. Et là, ça va repartir, vous redevenez comme avant. Et vous avez à nouveau ces possibilités qui apparaissent, parce que c'est normal, hein, parce que bon... Et voilà, et là, bah, vous allez changer. Mais bon, ça reste à confirmer. Et là, on sent que l'ancien risque... Voilà. Et puis voilà, les anciennes possibilités correspondant à votre comportement d'avant disparaissent. Et en même temps que vous avez changé votre futur légèrement, alors ça veut dire que par exemple, vous n'allez pas vous comporter de la même manière avec vos collègues que ce que vous faisiez avant. Et vous comprenez bien que si vous reprenez votre travail avec un comportement différent avec votre entourage, ben, il peut s'en suivre plus tard un changement radical de futur. Mais en général, ça se produit comme ça. Parce que si vous voulez, le libre arbitre, ce n'est pas quelque chose qui consiste à dire « bon, je suis libre, donc je décide ça ». Non, c'est quelque chose qui implique une évolution de conscience, et cette évolution de conscience, vous l'acquérez expérimentalement dans votre vie quotidienne, et ça se travaille même lorsque votre vie n'est pas en train de changer, et puis petit à petit, un jour, votre vie bascule vers un nouveau destin grâce au travail d'évolution sur vous-même que vous avez fait. Voilà, donc c'est comme ça que, à mon sens, la réalité fonctionne, et je vais vous expliquer maintenant pourquoi. Donc, si notre futur est déjà réalisé, ça veut dire qu'il se pose un problème au niveau de nos intentions, parce que normalement, notre futur, c'est quelque chose qui correspond à nos intentions. Donc, est-ce que ça veut dire que nos intentions, qui sont des choses qui débarquent
au fur et à mesure où on avance dans notre tunnel, auquel cas nos intentions sont totalement conditionnées, puisqu'elles sont déjà programmées. D'accord ? Depuis notre naissance, par exemple, peut-être que nos intentions de faire ceci, de faire cela, elles maturent et elles apparaissent au fur et à mesure où on avance vers le futur qui nous fait faire ceci, qui nous fait faire cela. On est bien obligé de considérer cette possibilité. Mais comme on a vu que le futur pouvait changer, il y a une autre possibilité qui consiste à dire qu'il existe des intentions qui ne sont pas celles qui correspondent à notre destinée actuelle, mais si on pouvait les récupérer, ça permettrait de changer notre destinée. Donc ça veut dire quoi ? À moins de considérer que notre vie change parce que quelqu'un a changé la sienne et que comme on est connecté, mais ça je ne vais pas rentrer dans ces détails-là parce que ce serait trop compliqué. Il faut bien qu'à un moment donné, quelqu'un soit libre. Et donc il existe des intentions qui, si on arrive à les capter, ne peuvent pas venir de notre cerveau. Parce que ce n'est pas la mécanique qui détermine le cours des événements. La mécanique peut déterminer le cours des événements conditionnés à partir du moment où, par le biais de notre conscience, nous sommes amenés à toujours fonctionner de la même manière. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas seulement une course de conditionnement mécanique, mais il y a aussi une couche de conditionnement sociétal, conscientiel, c'est-à-dire le fait que nous sommes à l'intérieur d'un milieu, un milieu social, nous avons un ego, nous sommes quelqu'un qui faisons ceci, qui ne faisons pas cela, enfin nous avons une image sociale à gérer. Tout ça, c'est une source de conditionnement aussi, donc il y a deux sources de conditionnement, le conditionnement physique, le conditionnement conscientiel de la conscience, dont les instructions vont passer par notre cerveau, parce que tout ça va avoir pour effet de ne rien bouger dans notre vie, et une troisième source d'informations qui, cette fois-ci, ne correspondent pas à du conditionnement, puisque si on les capte, c'est susceptible de changer notre vie, au moins un petit peu, et puis petit à petit, puis après beaucoup. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si nous voulons conquérir notre libre arbitre, donc nos intentions libres sont forcément des intentions qui sont captées par le cerveau. D'accord ? Elles sont captées par le cerveau et elles ne peuvent pas passer par notre conscience. Ce sont des intentions qu'on ne peut pas fabriquer à partir de notre cerveau et qu'on ne peut pas fabriquer à partir de notre conscience, parce que les deux sont conditionnés et ne bougent pas notre tunnel de vie. Et pour arriver à capter ces intentions, d'abord il faut déjà savoir, mais est-ce que ça existe ? Ben oui, ça existe. C'est la partie de vous-même qui a décidé de vous faire, par exemple, avoir tel destin et mourir à telle date. C'est vous, ça. C'est déjà là. Ce que vous allez faire dans le futur est déjà là. D'accord ? C'est pas vous ? Est-ce que c'est vous ? Si ce que vous allez faire dans le futur est déjà là, au moins vous reconnaîtrez que c'est vous lorsque vous l'aurez vécu. Pourquoi ne pas le reconnaître maintenant, puisque ça a lieu maintenant ? Donc c'est simplement une partie de votre être dont vous n'êtes pas conscient. C'est ce qu'on appelle le subconscient. Donc c'est important de se relier à cette partie de soi dont on n'a pas conscience, mais qui détermine notre destin. D'accord ? Et donc ça s'appelle le soi. Bon, Jung en a parlé bien mieux que moi. Moi, je ne suis pas psychologue. Jung, psychologue, psychiatre, etc., c'est lui qui a inventé le soi. C'est aussi l'inventeur de la synchronicité. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour avoir fait accès à ce type d'intention libre, il faut faire un retour sur soi, aller chercher profondément au fond de soi qui nous sommes, de manière à pouvoir ressentir en soi quel est notre destin. Alors, je vais vous expliquer d'autres choses ensuite, mais pour ça, il ne suffit pas d'avoir une intention captée, il faut la reconnaître comme étant « oui, je suis bien cette personne-là », et ensuite, une fois qu'on a donc activé, puisqu'on a validé, le cerveau cette fois-ci a validé
une nouvelle ligne de vie, eh bien, encore faut-il y arriver. Donc, on a excité un nouveau potentiel dans notre arbre de vie. Encore faut-il qu'au moment où on va rencontrer les bifurcations qui vont nous faire bifurquer vers ce potentiel, nous soyons capables d'en reconnaître les signes. Donc, on a besoin d'une boussole. Diapo suivante. Alors, il existe un philosophe, un grand philosophe qui est respecté par énormément de physiciens. Je pense que le philosophe qui est le plus apprécié par les physiciens, c'est Spinoza. Spinoza qui était le philosophe de la joie et même de l'amour. Bon, philosophe disait que l'amour, c'est une joie accompagnée de l'idée d'une cause extérieure. Pour lui, nous sommes ce qu'il y a de plus, ce qui est au sommet de la hiérarchie de ce qui nous détermine, ce n'est pas le cerveau, c'est les émotions, et en particulier l'émotion de la joie ou de l'amour. Et effectivement, quel est ce qui va nous guider? Ce qui va nous guider dans notre vie, c'est soit des intuitions, donc on ne va pas pouvoir dire, on ne va pas pouvoir y attacher une raison, on ne va pas pouvoir comprendre d'où vient cette information, on va avoir la foi, et on va avoir une foi accompagnée d'une joie qui va nous dire c'est le bon choix. C'est-à-dire que la foi, par définition, il n'y a pas de mental, il n'y a pas de raison. La foi, c'est quelque chose qui n'a pas besoin de croyance. On confond, les scientifiques ont tendance à confondre les croyances et la foi. Les croyances, ce sont des systèmes de pensée, des systèmes de croyances qui nous conditionnent, alors que la foi n'a pas besoin de système de croyances. Lorsque nous avons la foi, nous ne savons pas pourquoi nous avons la foi. Nous avons une information émotionnelle qui nous dit que c'est ce choix qu'il faut faire, parce que nous avons la foi. Mais il existe, donc ça c'est la voie émotionnelle, il existe une deuxième façon qui parle un petit peu plus au mental, d'avoir la bonne information sur la décision à prendre, le chemin à prendre, tourner à gauche, tourner à droite, c'est l'intuition. L'intuition, quand il débarque une intuition, ça y est, paf, on ne sait pas pourquoi, aucun scientifique, aucun neuroscientifique n'est capable de dire d'où vient l'intuition, nous avons simplement la joie de recevoir une information qui nous paraît être exactement l'information dont nous avons besoin. Et ces informations, que ce soit l'intuition ou la foi va parler au cœur, l'intuition va parler plus au mental, mais dans les deux cas, elles vont nous apporter la joie. Ça veut dire que c'est la joie qui est le guide qui nous permet de savoir quelle bifurcation prendre. Mais si nous ne faisons pas attention, nous allons rester sur notre ancien chemin conditionné. Si nous ne faisons pas attention, si nous continuons de fonctionner comme on a toujours fonctionné, si nous restons dans le conditionnement, alors notre épaisseur de temps du présent, notre capacité d'anticipation ne va pas voir que se présente à nous la possibilité d'aller à droite, d'aller à gauche, de faire le con, de faire la folle, enfin toutes les possibilités de vivre des choses que nous n'avons pas l'habitude de vivre, mais qui sont des possibilités que nous pouvons quand même avoir la sensation de ressentir comme des voix, et puis on se dit, bah si, je vais le faire. Voilà, bon. Donc l'attention est quelque chose qui va nous permettre de détecter qu'il y a des bifurcations possibles, et la boussole de la joie va nous permettre de détecter que nous devons plutôt aller par là que par là. Alors, suivante, ouais. Ceci va engendrer, donc là je vais vite, maintenant on va passer à une conception métaphysique de la réalité qui est inévitable, si vous voulez, parce qu'à partir du moment où on commence à penser ce genre de choses, il faut repositionner ça dans un cadre rationnel. De même que nous faisons de ce fait évoluer nos vies personnelles comme des espèces de tunnels qui se déplacent, eh bien nous faisons évoluer notre espace-temps collectif de la même façon. C'est-à-dire que notre espace-temps collectif, c'est une réalité qui se crée depuis le passé jusque dans le futur et qui est en mouvance permanente. Et si on veut conserver la cohérence dans tout ça, on est obligé
d'imaginer que notre passé puisse bouger aussi un petit peu. Il y a des éléments en physique qui nous montrent que le passé pourrait être instable. Et donc, il se pourrait très bien que, puisque notre futur est déjà réalisé, qu'on peut en plus y voyager, que notre passé est encore là, qui peut peut-être encore bouger, eh bien, qu'il pourrait y avoir plusieurs vagues du présent à différentes histoires. Il pourrait y avoir plusieurs vagues du présent à différentes périodes. Alors, il ne faudrait pas qu'elles soient trop près dans le futur. Je vois mal d'autres consciences vivre dans ma vie maintenant, que ce soit dans mon futur ou dans mon passé. Il vaut mieux aller chercher après ma mort. Mais si je regarde ce qui se passe dans un siècle ou ce qui se passe un siècle avant, il se pourrait très bien que, en ce moment, après tout, le XXe siècle soit rejoué à la période de la Seconde Guerre mondiale. Ne serait-ce que pour petit à petit nous aider à changer nous-mêmes notre futur. Et il se pourrait très bien que ce que nous allons vivre après l'effondrement soit déjà actuellement en train d'être joué en l'an 2200. D'accord ? Ce sont des choses qu'on doit envisager inévitablement, parce que ce qui se passe pour nous peut se passer à l'échelle collective, et dans ce cas-là, on peut arriver à comprendre un certain nombre de choses, c'est-à-dire que ce qu'on appelle la réincarnation, ce n'est pas de la réincarnation, ce sont des incarnations simultanées. Quand quelqu'un dit je suis la réincarnation de un tel, etc., non, c'est peut-être quelqu'un qui est relié au niveau de son soi, envers, à plusieurs vies qui ont lieu simultanément. D'accord ? Et donc, les progrès que font une partie de moi-même dans le passé, je peux peut-être être actuellement en train d'en bénéficier. De même que je suis peut-être actuellement, aujourd'hui, en train, grâce à mes propres progrès, d'aider une partie de moi-même qui se trouve dans le futur. Et donc à ce moment-là, on résout les problèmes d'incohérence apparente, et tout ça, ça fonctionne correctement. Simplement, nous ne pouvons pas en avoir une vision claire, puisque nous ne sommes pas à l'étage supérieur. Et je vais vous donner l'exemple. Alors, ceci ne vient pas de mon imagination. Ceci vient de mes conclusions de physicien, mais je vais quand même vous donner un exemple du fait que ça vient quand même de l'imagination de quelqu'un d'autre, donc des frères Wachowski en l'occurrence. Je ne sais pas si vous avez vu ce film Cloud Atlas, qui raconte l'histoire de plusieurs vies simultanées qui ont lieu à 5 ou 6 périodes de l'histoire, entre 1849 et 2321. Et donc le film, alors on ne comprend pas tout de suite au début, il vaut mieux le revoir 2-3 fois. Mais au moins ce film a le mérite de mettre en scène cette idée que nous pourrions plusieurs vies simultanées auxquelles nous sommes connectés dans toute l'étendue de l'histoire, y compris dans le futur. Donc ça, je pense que c'est un concept très intéressant. En tout cas, c'est le concept auquel on aboutit invariablement si on va jusqu'au bout des idées que je vous présente. C'est pour ça qu'il n'est pas à prendre à la légère. Parce qu'à partir du moment où vous êtes en mesure d'accepter une théorie de l'espace-temps qui pourrait expliquer le phénomène de synchronicité, ok, vous allez vérifier dans votre vie que la synchronicité, ça marche bien. Et bien oui, mais ça s'inscrit dans le cadre d'un modèle de l'espace-temps qui vous explique que les choses fonctionnent comme ça. Ce qui ne voudrait pas dire que, et je le dis dans la physique de la conscience, que la vraie réincarnation n'existerait pas. Parce que ce n'est pas parce que on a d'autres parties de soi-même qui pourraient exister maintenant et être reliées au même soi que la réincarnation d'un moi ne pourrait pas malgré tout avoir lieu dans le cas où il ne pourrait pas fusionner avec le soi, mais ça c'est une autre histoire. Donc diapo suivante. Non mais ça emmène de loin. Hein. Alors, donc je vous ai dit dans ma publication et dans tout ce qui précède, j'en ai conclu qu'il y avait 3 niveaux de réalité. 3 niveaux de réalité, 3 étages, donc l'étage physique, l'étage de la conscience et l'étage du subconscient.
On peut considérer l'étage physique comme l'étage du véhicule, notre corps, l'étage de la conscience comme l'étage du conducteur. Nous sommes des conducteurs. Celui qui choisit le chemin, c'est un conducteur. Et l'étage du guide, c'est-à-dire que celui qui définit notre destination, c'est notre guide, c'est le soi. D'accord? Donc ça, c'est plus rationnel que ça, tu meurs. Et il existe une autre façon de considérer la conscience, qui est de considérer que puisque l'espace, le temps n'existe pas, puisque ça veut dire que l'espace, c'est la conscience, ça veut dire que les trois dimensions qu'on attribue à chaque étage, ce sont les dimensions de la conscience. Et je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait une meilleure façon de les considérer que de parler d'espace et de matière, c'est de parler de vie. Vibration, information, énergie. Donc vous pouvez très bien décomposer verticalement en trois parties. Donc à gauche vous mettez l'information, au centre vous mettez l'énergie et à droite vous mettez la vibration. Voilà. Et vous avez une correspondance entre les vibrations et les émotions. Vous avez une correspondance entre l'information et le mental, et vous avez une correspondance entre l'énergie et la conscience. Je ne vous le fais pas, je ne vais pas vous faire le modèle mathématique qui explique que la vibration, c'est relié au temps, que l'amplitude, il est normal que ce soit relié à l'énergie, et que l'information, il est normal que ce soit relié à l'espace, et que tout ça, on a un peu une image au niveau du cerveau. Le mental, c'est quelque chose qui fonctionne dans l'espace avec des interactions. Enfin, ça, je ne vous le fais pas. Et il faut rajouter à ça une dixième dimension qui est la dimension du temps, c'est-à-dire finalement l'intégration du projet de la conscience dans la réalité. Et vous avez là les dimensions qualitatives de l'espace-temps qui, comme par hasard, correspondent à un système ancestral bien connu. Voilà, mais bon, que j'ai en quelque sorte redécouvert en rationalisant la manière dont ça fonctionne. Et ce qui est important de comprendre là-dedans, c'est que la physique a oublié les deux étages supplémentaires que je considère comme étant les deux étages de l'âme. L'étage inférieur de l'âme qui est lié au conducteur, l'étage supérieur de l'âme qui est lié au guide. Et donc il existe deux types de progrès de l'âme. Il existe un premier type de progrès de l'âme qui font progresser le véhicule. Donc ça se fait par l'intermédiaire de l'amélioration des gènes. Et il existe un deuxième étage de l'âme, où là l'évolution de l'âme consiste à faire progresser l'esprit, c'est-à-dire peut-être l'intelligence ou je ne sais quoi. En tout cas, on n'est plus dans quelque chose qui est corporel, mais plutôt qui est du domaine de l'intention. Et ceux qui d'ailleurs ne croient pas dans l'intelligence du mental, je les rassure, il existe aussi une intelligence du cœur qui est liée à l'intention et qu'il se pourrait très bien que l'intelligence n'ait absolument rien à voir avec la génétique, mais je vous dis ça, moi personnellement, c'est ce que je pense. Et je ne vais pas développer cette affaire maintenant, on va passer à la suite. Et donc, voilà, sur le plan pratique, je vais simplement vous donner des ficelles pour arriver à activer cette télécommande de l'espace-temps, cette véritable télécommande de l'espace-temps que constitue notre conscience à partir du moment où on accepte de lui rajouter 6 dimensions, qui sont les dimensions du soi et les dimensions du moi. On comprend que la difficulté, je vous ai fait comprendre que la difficulté d'être libre, d'accéder à notre libre arbitre, c'est une difficulté que nous pouvons avoir à capter des intentions qui viennent de la partie supérieure de notre âme. C'est ça la difficulté que nous pourrions avoir. Parce que nous sommes trop conditionnés par notre conscience qui a donc 3 centres, un centre mental, un centre émotionnel et un centre énergétique. Le centre mental, il faut le faire taire, le centre mental de la conscience, il est en train de faire fonctionner sans arrêt le petit vélo qui nous dit, voilà, qui analyse sans arrêt la situation, et on est complètement esclave de ce machin-là, et la seule manière de s'en sortir, c'est la méditation. Le centre émotionnel,
est sans arrêt en train d'évaluer, de nous juger, d'avoir peur, etc., d'essayer d'évaluer les situations de manière émotionnelle, de nous imposer un comportement émotionnel, j'ai peur de ceci, etc. Non, ça, je le ferai jamais parce que j'ai trop peur, enfin bon, etc. Et donc, pour se libérer du centre émotionnel, il faut développer la confiance. Et pour se libérer du centre énergétique, qui est le plus important, le centre énergétique, c'est l'ego, c'est la conscience que nous avons de qui nous sommes. Tout ça, c'est une illusion. Et il est important de déconditionner de ce centre-là. Et pour ça, il faut accepter de changer. Et donc, le lâcher-prise concernant le centre mental, le détachement pour accepter de changer, le lâcher-prise, laisser agir, et la confiance pour arriver à sortir des sentiers battus, sont les trois efforts qui doivent être développés. Alors pour certains, ce sera plutôt certains efforts que d'autres. Certains devront plutôt développer le lâcher-prise, d'autres devront plutôt développer le détachement, d'autres la confiance. Mais en tout cas, si vous arrivez à déconditionner votre moi, à ce moment-là, vous mettez en place automatiquement les conditions requises pour capter qui vous êtes. Alors, capter qui vous êtes, si vous ne savez pas encore qui vous êtes, quelles sont vos intentions authentiques, eh bien, il faut donc se déconditionner, arriver à identifier son être intérieur, faire un retour sur soi, examiner ce qu'on a fait durant toute sa vie, voir ce qui nous a mis le plus en joie, parce que vous avez vu que c'était la joie qui était l'indicateur de l'orientation. Et si ça ne vous suffit pas, parce que vous n'osez pas croire que vous pourriez réaliser tel rêve, parce que vous pensez que vous êtes incompétent pour réussir à réaliser tel objectif, parce que, etc., mais que pourtant vous le sentez quand même un peu, mais vous dites, ah, mais comment je vais faire? Eh bien, il faut faire une demande, parce que faire une demande, ça informe la réalité que vous êtes en train, que vous vous mettez en situation plus favorable d'appréhender ce qui va arriver comme pouvant contenir des informations qui vont vous aiguiller. Le fait de faire une demande, et surtout si vous la rédigez, mais alors il faut la rédiger dans un état d'esprit spirituel, hein. Il faut respecter le sens de sa vie, etc. Il faut faire une demande en liaison avec votre raison d'être. C'est ça qui est le plus difficile. Donc, vous informez votre réalité, que vous allez vous mettre à l'écoute de ce qui va arriver et qui va pouvoir vous renseigner. Mais là, vous risquez d'être devant un écueil qui est que vous n'allez pas vous empêcher de vous rappeler que vous attendez quelque chose. Et là, c'est foutu. Parce que le mental va s'emparer du truc, le mental va s'emparer de l'attention, et donc vous n'allez plus pouvoir faire attention, le mental va projeter, vous allez vous tromper sur ce qui arrive, et là, il y a plein de... Voilà, donc diapo suivante. Vous allez vous tromper et donc il est important de lâcher prise, faire une demande, et puis moi ce que je fais, c'est que je fais une grosse randonnée, j'oublie, en plus je me dis, j'y crois pas, j'ai des doutes, enfin bon. Et donc il y a quatre types d'informations qui peuvent débarquer pour vous en réponse à votre demande. Il y en a deux qui sont des erreurs, et deux qui sont effectivement des informations en provenance du futur. Les deux erreurs possibles, ce sont les causes cachées. C'est-à-dire qu'il se passe quelque chose de bizarre, mais en réalité, ce n'est pas bizarre, mais vous ne le savez pas. Un extraterrestre qui traverse la rue, oh, oui, mais c'est carnaval, d'accord? Ou alors... Donc il faut se renseigner quand même. Dès que vous trouvez que quelque chose d'étrange arrive et que vous avez envie de dire « Ah, mais c'est moi qui ai provoqué ça », non, il faut se renseigner, il faut essayer de calculer la probabilité, voir d'où ça vient, etc. Les biais cognitifs, donc ça, ce sont les causes cachées intérieures. Donc là, je vous ai parlé de causes cachées extérieures, des événements étranges qui arrivent à l'extérieur, mais il peut arriver
aussi des événements étranges dans votre tête. Ça veut dire que vous avez projeté sur ce qui arrive le fait que ça vous est destiné. Et ça, le truc le plus courant, c'est ce qu'on appelle l'effet de pareidolie. Donc les gens qui voient dans les nuages ou dans les pierres des formes qui leur parlent. Ça ne veut pas dire que les pierres qui parlent n'existent pas ou que les formes qui parlent n'existent pas, mais disons qu'il faut qu'il y ait une grande improbabilité. Il faut avoir l'esprit très critique. De toute façon, c'est arrivé, c'est bon, c'est là. Bon, comment dois-je l'interpréter ? Ça peut très bien être une projection si vous n'avez aucune preuve du fait que c'est très improbable. Laissez tomber. Et puis, donc, je parle dans mes livres de mes propres synchronicités. Donc là, je ne vais pas en parler, mais bon. Vous remarquerez que j'ai été extrêmement précautionneux. J'ai fait toute une analyse pour calculer la probabilité, pour me dire, mais est-ce que c'est pas une projection, etc., etc. Il faut essayer d'être rationnel. C'est pas lorsque les scientifiques s'empareront du phénomène de synchronicité, ça va être extrêmement intéressant. Parce que eux, ils seront objectifs. Ils vont étudier ça avec une grande rigueur. L'écueil là-dedans, c'est que de développer cette rigueur, ça puisse aussi rendre inapte à percevoir des synchronicités parce que ça rend incapable d'en créer. Donc, vous voyez un peu la difficulté. Et donc, parmi les deux types de hasards étranges qui sont effectivement les résultats d'influence du futur, il peut y en avoir de deux types. Il peut y avoir ce qui vous donne des éléments pour savoir exactement ce que vous avez à faire, et petit à petit, à ce moment-là, vous réalisez votre rêve. Ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie. Vous ne l'obtenez pas toujours sans effort, mais disons qu'au moins ça vous a renseigné sur ce que vous deviez faire. Et il peut y avoir aussi des emmerdements, la loi de l'emmerdement maximum, c'est-à-dire il vous arrive que des pépins, qui n'est pas forcément à interpréter comme je ne dois surtout pas y aller. Lorsqu'il vous arrive de gros emmerdements et que effectivement ça correspond à des décisions courageuses que vous avez prises, bon, il faut réfléchir à deux fois. Ça peut vouloir dire qu'il y a une résistance de votre ancien futur et que le nouveau futur que vous êtes en train d'envisager est encore un peu trop instable et que donc votre ancien futur veut vous ramener dans le droit chemin. Donc il faut le considérer comme un test de détermination. Si vous n'êtes pas suffisamment déterminé, abstenez-vous lorsqu'il vous arrive. Mais bon, moi, il m'est arrivé dans ma vie de ne pas m'abstenir devant des événements qui pourtant avaient l'air de me dire « laisse tomber ». Voilà, et bien finalement, je suis quand même très heureux. Il n'empêche que ça a quand même été une décision qui m'a quand même imposé un certain nombre de contraintes, mais si je fais la balance aujourd'hui, je me dis, mais j'ai eu parfaitement raison. Simplement, les emmerdements m'ont averti du fait que, bon, ça va être super, mais attends-toi à des difficultés. Et c'est ce qui est arrivé, mais après tout, c'est la vie. Hein. Suivant, je pense que là, j'ai parlé assez longtemps. Et que je ne vais pas, vous connaissez l'exemple fameux de Jung, hein, et puis vous pouvez me lire soit sur Internet, soit dans mes livres. Je raconte à plusieurs endroits cette fameuse synchronicité que j'ai vécue et qui a mis en jeu non seulement 6 papillons, mais aussi 3 chamois et 3 chevreuils, en plus d'autres choses qui a été absolument extraordinaire. Donc je ne vais pas vous la raconter parce qu'on va passer aux questions. Je vais simplement conclure. Donc suivante. Voilà, et donc ça c'est la conclusion que j'ai mise au point l'année dernière et dont je n'ai absolument aucune raison de changer parce qu'elle dit exactement ce qu'il faut dire. À l'attention des physiciens, je dis que la conscience est un système de navigation hein, et qu'il ne faut surtout pas la confondre avec le cerveau. Et que l'information en physique, l'information manquante en physique est l'information de la conscience. Ça, je dis ça à destination des physiciens. Au niveau donc, du libre arbitre, je confirme que nous avons un libre arbitre potentiel, que ce libre arbitre s'exprime à 2 niveaux, parce qu'il rend potentiel le choix du chemin et le choix d'une destination. Cette destination, ça n'est pas notre ressort de la changer, mais on peut très bien imaginer
que si on suit correctement notre chemin, ben notre soi, waouh, eh ben il va peut-être nous emmener à des destinations qui sont plus ambitieuses. Et inversement, si on ne choisit jamais le bon chemin et qu'on suit le chemin de la souffrance, ben, il ne va quand même pas nous laisser tomber. À un moment donné, il mettra sur notre route des sources d'éveil. Donc vous voyez, mais ça, ce n'est pas de notre ressort. C'est du ressort de la partie de nous-mêmes qui est intéressée par notre vie et qui est nous-mêmes. Puisque si vous êtes OK avec l'idée que nous avons une vie après la mort, ça veut dire qu'il faut envisager qu'on puisse un jour fusionner avec notre soi, devenir notre soi. Mais ça, on est dans des croyances ou des spéculations. En tout cas, ce que j'ai expérimenté au niveau des synchronicités, des demandes, ça demande donc un retour sur soi, je vous en ai parlé, mais de l'intégrité et de la responsabilité avant de faire n'importe quelle demande. Il s'agit de faire une demande après avoir acquis une compréhension spirituelle du sens de sa vie. D'accord ? Donc, à partir de là, on sait ce qu'on est venu faire sur cette planète et on va demander des choses qui sont en accord avec ça. Donc ça implique de l'intégrité, parce que si on ne respecte pas ses engagements, ben, ça va rendre les choses compliquées. Et de la responsabilité, parce que, bon, c'est quand même pas rien de défier les obstacles pour maintenir un objectif envers et contre tout. De l'attention et du discernement, évidemment, pour reconnaître les ponts, c'est-à-dire les bifurcations, et de développer les valeurs spirituelles pour faire circuler l'énergie. Alors d'habitude, je dis l'énergie d'amour. Et puis, ça gêne certains physiciens qui me soutiennent parce qu'ils me disent « Philippe, tu ne devrais pas parler d'amour ». Moi, je leur dis « Mais je suis désolé, je n'ai pas trouvé d'autres... j'ai cherché tous les synonymes possibles, j'ai rien trouvé ». Ils me disent « Oui, mais ça fait mièvre ». Alors moi, après, je lui ai dit « Mais mièvre toi-même ». Bon. Après tout, c'est celui qui accuse qui a souvent un problème avec son accusation. C'est un truc bien connu en psychologie. Bon, mais quand même, il faut tenir compte de ce discours, parce qu'on est quand même, franchement, dans une société où on est vachement coincé. Donc, on est obligé de tenir un peu compte. Et donc, j'ai trouvé une autre façon de parler de l'amour en liaison avec cette histoire. Au lieu de parler d'amour, on va parler de joie de l'intention. C'est-à-dire que ce n'est pas exactement l'amour que l'on met dans une intention qui va permettre de favoriser sa réalisation, c'est plus particulièrement, et Spinoza confirmerait ce choix, c'est plus particulièrement la joie de l'intention. Et on reconnaît le fait qu'on a une intention qui est véritablement authentique par justement la joie que nous avons à penser que mais ça y est, le simple fait que j'ai cette intention, je suis sûr, ça y est, c'est pour moi, c'est là, c'est déjà réalisé. D'accord ? Donc, la joie qu'on y met fait que ça s'installe immédiatement. Donc voilà, je propose d'utiliser la joie de l'intention plutôt que l'amour. Et collectivement, là, ce dont je vous parle, c'est pour moi les balbutiements vers une pensée plus rationnelle que la rationalité dont on nous rebat les oreilles sans cesse, et vous êtes en attente du discours des scientifiques, mais franchement, je ne comprends pas. Parce que les scientifiques, ils sont plombés à la base. La très grande majorité des scientifiques, ils sont plombés par leurs soucis de rigueur qui font qu'ils se coupent automatiquement. Donc, faites attention. Par contre, je ne désespère pas qu'un jour, les scientifiques vont utiliser leur intelligence à se connecter à une plus grande vision de la réalité, et qu'à ce moment-là, on sera dans un nouveau paradigme où la spiritualité sera intégrée dans le domaine de la raison et l'intuition également, et donc nous nous orienterons vers une pensée beaucoup plus intelligente que ce qu'on appelle aujourd'hui l'IA ou la pensée mécaniste. En tout cas, cette vision du monde, elle revalorise l'humain, hein, donc en nous remettant en face de nos responsabilités.
le libre arbitre. Elle fournit un éclairage sur tous les phénomènes inexpliqués que je n'ai pas le temps d'aborder, mais c'est aussi volontairement, parce que dès que j'aborde ces questions-là, je me fais fusiller sur les forums d'anonymes. Et ça revalorise la poésie, les arts et les sciences humaines. Et de toute façon, comme je le redis, et je vous ai parlé de la synchronicité, c'est à mon avis ce qu'il y a de plus facile à expérimenter. Vous n'avez pas besoin de me croire, il vous suffit d'expérimenter. Voilà, je vous remercie.